juin 1902. Un mathématicien tient fébrilement un livre dans ses mains, partagé entre de nombreux sentiments. Ce livre, c'est son ouvrage, qu'il peaufine depuis maintenant une dizaine d'années. L'œuvre de sa vie, assurément. Il vient à l'instant de recevoir les premiers exemplaires de l'imprimeur, il l'ouvre, le feuillette, satisfait de la qualité du papier et de l'encre. Ses démonstrations sont là, les théories qu'il développe dans l'ouvrage sont prêtes à être distillées dans le monde, tout a l'air prêt. Mais là n'est pas sa principale préoccupation. Car c'est avec précipitation qu'il ouvre à la page de l'appendice qu'il avait demandé à son éditeur de rajouter au dernier moment. « Ne t'inquiète pas, c'est juste quelques phrases, rien de bien important », avait-il assuré. Et c'est alors qu'il relit avec un sentiment mitigé son message qui s'adresse au lecteur et qui dit en substance « Cher lecteur, tout ce que vous lirez dans ce livre est totalement faux. » Mesdames, messieurs, l'histoire que je m'apprête à vous raconter est, vous allez le voir, assez folle. Il va être question de paradoxes qui remettent toutes les mathématiques en cause, et puis finalement oui, puis finalement non. Bref, ça change d'avis dans tous les sens, et ça tombe bien, parce que moi, s'il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est changer d'avis. Parce que, quelque part, changer d'avis, c'est constater qu'on est ouvert d'esprit. Et bon, on va pas se mentir, quand on aime la science, ça, c'est une qualité essentielle. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le partenaire de cette vidéo, Oli, c'est mon dernier changement d'avis en date. Et si vous connaissez pas les boissons Oli, petit rappel, ce sont des boissons dont on peut dire que c'est une super alternative aux boissons sucrées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je vais être totalement transparent avec vous, quand Lou, mon contact chez Oli, m'a proposé une collaboration, j'étais pas chaud. Elle pourra vous le confirmer, hein. On s'est appelé, moi j'ai émis quelques réserves, sauf qu'en fait, j'avais tort. Gentiment, elle m'a proposé de m'envoyer le pack découverte, en me disant clairement, si tu n'apprécies pas, on en reste là. Parce que si tu n'aimes pas, ça sera pas sincère et ça va se voir. Déjà, l'honnêteté. Super bon point pour moi. Donc voilà, le contact est super bien passé, ça ok, mais là où j'ai vraiment compris que j'avais tort, c'est en l'essayant. D'abord, j'ai regardé la composition. Oui, parce que boisson en poudre, produits transformés, bref, j'étais comme vous. Et bonne surprise, il n'y a quasiment pas de sucre dans leur boisson. Et moi qui prends toujours des sodas zéro, justement pour éviter de me cogner 5 morceaux de sucre par boisson, avec Oli, j'avais l'alternative aux produits light. Et puis surtout, c'est bon. J'ai d'abord commencé par celui au citron, celui-là, juste avant d'aller courir. C'est parfait parce qu'il y a des antioxydants, des électrolytes, des vitamines, donc c'est nickel pour s'hydrater pendant une course ou même après pour la récup. Quelques jours plus tard, j'ai enchaîné avec celui à l'ananas, pareil, super bon. Et c'est là que je me suis dit que j'étais peut-être en train de complètement changer d'avis. Et comme j'avais un pack découverte, j'en ai profité pour varier. Et quelques jours après, j'ai essayé leur gamme Iced Tea. J'ai bu la version thé vert matcha à la menthe et au citron vert. Et là, pareil, c'était vachement bon, et toujours aussi peu calorique. Alors, pour être tout à fait franc, au moment où j'écris ce script, j'ai pas encore goûté leur gamme Oli Energy. Là, on n'est plus sur une boisson hydratation, ni sur un produit désaltérant Iced Tea, mais plutôt sur des boissons énergisantes. Mais, comme dans mon emploi du temps, 2 jours après ce script, j'aurais fait une toute petite nuit, je vais en profiter pour les tester. Mais mon mois du script ne l'ayant pas encore essayé, je laisserai mon mois du tournage vous faire un retour. Du coup, je suis le mois du tournage et le retour est excellent. C'était très bon et ça m'a tenu éveillé. Avant de se quitter, on va évacuer quelque chose tout de suite. Je vous connais, bande de petits geeks. Vous allez me dire en commentaire qu'il existe une vidéo qui dit pas que du bien de Oli, et nanani nanana. Comme réponse, je vous mets en description un lien vers une vidéo de Violette Baboxé, une diététicienne qui a fait une vidéo réponse qui s'intitule Oli, la contre-enquête. Que dit vraiment la science? Alors, si vous avez envie de vérifier ce que je dis et de tester Oli, bonne nouvelle, pour une première commande des 15 €, vous avez 5 € de réduction avec le code MATADOR5. Et si vous connaissez déjà Oli et que vous avez envie de vous refaire plaisir, alors vous avez 10% de réduction avec le code MATADOR.
Tout ça en passant par mon lien en description, en commentaire épinglé évidemment. Voilà, désolé c'était un petit peu long, mais quand on a de bonnes surprises comme ça qui vous font changer d'avis, bah on prend le temps d'en parler. Merci encore donc à Oli de soutenir la chaîne avec cette collaboration. Quant à moi, je vous laisse avec l'histoire incroyable de la crise des fondements en mathématiques. Bonne vidéo. Bonjour, j'espère que vous êtes bien installés parce que vous êtes sur le point de vous voir conter une histoire peu commune. Comment? Qui je suis? Ah oui, pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis cette vidéo. Oui, vous avez bien entendu. Je suis la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Je sais, c'est peu banal, et vous vous demandez peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la place de votre youtubeur préféré le temps de cette histoire. C'est que, voyez-vous, nous allons parler aujourd'hui de la crise des fondements, une période extrêmement délicate pendant laquelle les mathématiques, avec leurs propres outils, ont dû réfléchir sur elles-mêmes, une sorte de méta-mathématique. Et donc, pour illustrer cela, je me suis dit qu'il serait circonstanciel qu'en tant que vidéo sur cette crise historique, je prenne la parole pour parler de moi-même. Alors oui, je sais, c'est bizarre, vous n'avez pas l'habitude qu'une vidéo se raconte elle-même. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez de toute façon l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres voix durant notre voyage. Un voyage qui commence ici, au milieu des années 1870, avec un constat partagé de la plupart des logiciens de l'époque: il faut revoir et consolider toute l'axiomatique des mathématiques. Non pas qu'elle soit défaillante, mais elle est, comment dirais-je, éparpillée. Bien sûr, Euclide, en son temps, avait bien tenté de formaliser les axiomes de la géométrie, ces briques de base qui serviront de point de départ à tous les raisonnements de la discipline. Mais depuis, de nombreux champs des mathématiques se sont ouverts, comme l'analyse, l'algèbre, les probabilités, des domaines qui ont fait leurs preuves, mais dont il serait bon de redéfinir de façon saine leurs bases, voire de trouver des fondations communes. Et pour cela, une candidate idéale apparaît en cette fin de 19e siècle, la théorie des ensembles. Bâtie originellement pour répondre à des problèmes d'analyse, cette théorie est en passe de s'installer durablement dans le paysage mathématique, tant par sa beauté que par sa simplicité d'utilisation. Une vidéo comme moi serait bien trop courte pour parvenir à évoquer les nombreux mathématiciens qui s'en sont emparés dans leurs travaux. Richard Dedekind, Émile Borel, Henri Lebesgue, David Hilbert. Malgré de farouches opposants comme Léopold Kronecker et sa célèbre phrase « Dieu a créé les entiers, le reste est l'œuvre de l'homme », ceux que l'on appellera par la suite les logiciens sont séduits par cette idée de mathématiser les ensembles et réussir par le calcul à formaliser diverses propriétés sur les ensembles. Une méthode qu'ils décident alors d'utiliser pour explorer les fondements de la matière avec une idée un peu folle: n'est-ce pas là l'occasion de remettre de l'ordre dans cette matière ? Serait-il possible de démontrer que les mathématiques sont vraies, et ce, par les mathématiques elles-mêmes? L'idée est séduisante, et déjà quelques-uns voient dans la théorie des ensembles le moyen de parvenir à leur fin. Parmi eux, Gottlob Frege, mathématicien allemand, qui énonce les 3 caractéristiques de base que toute théorie mathématique devrait posséder. Premièrement, la cohérence. Quelle que soit la propriété étudiée, il est impossible de démontrer à la fois cette propriété et son contraire. Deuxièmement, la complétude. Pour tout énoncé, il doit être possible soit de le démontrer, soit de démontrer le contraire. Et enfin, troisièmement, la décidabilité. Pour tout énoncé, il doit être possible de mettre en place une procédure permettant de tester si cet énoncé est vrai. À partir de là, une émulation sans précédent émerge chez les mathématiciens dans l'espoir d'affiner cet édifice qu'ils pensent si parfait. Quelques années plus tard, Giuseppe Peano donne une définition de l'axiomatique des nombres entiers. Avec 5 propositions de départ, on sait désormais qu'un ensemble est une sorte de collection d'objets mathématiques qui ont en commun une propriété P. Par exemple, cet ensemble est l'ensemble des fruits ou légumes ayant comme propriété la couleur de cet objet est rouge. Ou encore celui-ci est l'ensemble des lettres de l'alphabet ayant pour propriété rimant avec Barnabé. Ou enfin, pour parler de moi, ceci est l'ensemble des vidéos YouTube ayant la propriété d'aborder la vulgarisation scientifique. Vous me voyez ? Je suis là, un élément de l'ensemble. La théorie fonctionne à merveille.
Les logiciens se félicitent de ce travail de fondation qui va assurément consolider les bases de leur passe-temps préféré de façon stable et durable. Comme ils se trompaient. Il y a eu un événement majeur qui a déclenché la crise des fondements pour toujours. Une lettre adressée à Gottlob Frege qui avait sorti en 1893 un ouvrage déterminant, l'une des plus grandes avancées dans le domaine de la logique, saluée par tous les logiciens à même de le comprendre. Cet ouvrage s'appelle « Les lois fondamentales de l'arithmétique ». Mais je ne suis qu'une pauvre vidéo YouTube, et je serais loin de pouvoir mieux en parler que l'auteur lui-même. C'est pourquoi je laisse la parole à Frege lui-même. Qu'est-ce que la logique? Peut-on l'exprimer mathématiquement? C'est ce que je me suis demandé, et ce à quoi j'ai répondu en inventant un nouveau langage qui permet de calculer la valeur logique des propositions. J'ai publié mes résultats en 1879 dans l'ouvrage Begriffsschrift, mais surtout 5 ans plus tard, dans l'œuvre de ma vie, Les fondements de l'arithmétique. Mon idée de base est la suivante: appliquer les résultats de l'analyse à la logique, en pensant les prédicats comme des fonctions. Par exemple, prenez le prédicat P de x égale x est de la couleur verte. Si j'applique ce prédicat à des antécédents qui renvoient un booléen, alors je peux dire des phrases comme P de herbe égale vrai, P de sapin égale vrai, ou encore P de sang égale faux. Si vous préférez, on peut aussi voir ma contribution d'un point de vue ensembliste, en construisant l'ensemble de tous les objets verts. Les objets herbe et sapin sont des éléments de cet ensemble, mais pas l'élément sang. Grâce aux outils de l'analyse, j'étais donc en mesure d'étudier mathématiquement la logique et de poursuivre le rêve de mes ancêtres Leibniz ou Boole de réussir à calculer la vérité. Mais tous mes espoirs se sont effondrés en un jour. Le 16 juin 1902, j'ai reçu une lettre d'un certain Bertrand Russell, un collègue logicien, qui disait ceci. Je suis d'accord avec vous sur quasi tout ce qui est essentiel. Je trouve dans vos analyses des distinctions et des définitions que l'on cherche en vain dans l'œuvre d'autres logiciens. Il n'y a qu'un seul endroit où j'ai rencontré une difficulté. Frege lut alors la suite de la lettre de Russell en s'attardant sur la petite difficulté en question. C'est là qu'un véritable tsunami lui tomba dessus. Russell avait mis le doigt sur une gigantesque faille dans sa théorie, avec une construction toute simple, l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Je m'explique. D'abord, qu'est-ce qu'un ensemble qui appartient à lui-même? Eh bien, par exemple, prenez toutes les pensées possibles et rassemblez-les. Vous obtenez ainsi l'ensemble de toutes les pensées. Mais cet ensemble, vous venez de l'imaginer, n'est-ce pas? C'est donc une pensée à part entière. En d'autres termes, l'ensemble des pensées est lui-même une pensée, et donc appartient à lui-même. Russell, lui, choisit de porter son attention sur les ensembles qui, justement, n'appartiennent pas à eux-mêmes. La majorité des ensembles, d'ailleurs, on ne va pas se mentir. Par exemple, l'ensemble 1, 2, 3 appartient-il à lui-même? Non, car il aurait fallu pour cela qu'il fasse partie d'un ensemble qui contient 1, 2, 3. Autre exemple, plus proche de la vie courante. Dans une maison, l'ensemble des chaussures se contient-il lui-même? Non, évidemment, car l'ensemble des chaussures n'est pas une chaussure. Là où Russell va exprimer ce qu'il appelle sa difficulté, c'est en disant « Très bien, dont acte, je prends tous ces ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes et je les rassemble. J'obtiens donc l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. » Et c'est là que Russell va détruire en une question dévastatrice toute l'œuvre de Frege. Cet ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Est-ce qu'il appartient à lui-même ? Pour comprendre la profondeur du paradoxe qu'il vient de créer avec cette simple difficulté, je vous propose une illustration autoréférente qui devrait vous convaincre. Imaginez un YouTube où chaque vidéo ne peut être likée qu'une seule et unique fois, et 2 personnes uniquement ont ce pouvoir, soit le créateur lui-même, soit une chaîne YouTube appelée le liker, dont les règles sont les suivantes. Il doit liker toutes les vidéos des créateurs qui n'ont pas liké leurs vidéos eux-mêmes, et seulement celle-ci. Question. Le liker doit-il liker ses propres vidéos? Demande Russell. La réponse est un paradoxe insoluble. En effet, si le liker décide de ne pas liker ses propres vidéos, alors cela signifie qu'il fait partie des personnes qui ne likent pas leurs vidéos eux-mêmes. Et donc, d'après son rôle, il devrait les liker. Paradoxe.
D'autre part, s'il décide de les liker, cela signifie qu'il fait partie des créateurs qui likent leurs vidéos eux-mêmes. Et à ce titre, il ne doit pas les liker. Paradoxe. Lorsqu'il reçoit cette lettre, Frege est sur le point de publier un nouvel ouvrage qui est terminé et en cours d'impression. Il s'aperçoit que la difficulté dont parle Russell est en réalité un véritable séisme qui remet en cause toute sa théorie. Ce qu'on appellera par la suite le paradoxe de Russell invalide totalement sa théorie. Il se précipite alors chez son éditeur et le supplie d'annuler l'impression, en tentant de lui expliquer que tout est faux dans son ouvrage et que la lettre de Russell provoque également l'effondrement de toute son œuvre. Mais celui-ci refuse, invoquant les coûts déjà engagés. Par honnêteté intellectuelle, Frege réussira à négocier l'ajout d'un appendice à son futur ouvrage, dans lequel il précise au lecteur que selon lui tout est faux, non seulement dans ce livre, mais également dans ses ouvrages précédents. Il ne peut arriver quelque chose de plus malheureux à un écrivain scientifique que d'avoir l'un des fondements de son édifice ébranlé une fois l'ouvrage terminé. C'est dans cette position que j'ai été placé par une lettre de M. Bertrand Russell, juste au moment où ce volume touchait à sa fin. Le paradoxe de Russell est une véritable déflagration dans le monde des mathématiques. Les principaux logiciens de l'époque s'en emparent frontalement dans l'espoir de résoudre ce problème et revenir à cette époque bénie où ils se croyaient assis sur des fondations stables. Mais rien n'y fait, et peu à peu se profile une nécessité qui effraie les mathématiciens autant qu'elle leur paraît inévitable. Tout reprendre à zéro. Encore. Et cette fois en repartant d'encore plus loin afin d'éviter ce genre de paradoxe. C'est ainsi que David Hilbert proposera dans une conférence devenue célèbre du Congrès international des mathématiciens le 8 août 1900 de rebâtir totalement la liste des axiomes de base, avec méthodologie et une extrême rigueur. Il dira « Lorsqu'il s'agit de poser les principes fondamentaux d'une science, l'on doit établir un système d'axiomes renfermant une description complète et exacte des relations entre les concepts élémentaires de cette science. Ces axiomes sont en même temps les définitions de ces concepts élémentaires. Aucune affirmation relative à la science dont nous examinons les principes fondamentaux ne sera admise comme exacte à moins qu'on ne puisse la tirer des axiomes au moyen d'un nombre fini de déductions. » Mais surtout, il insiste sur le fait que dans ce nouveau système, les axiomes ne doivent en aucune manière être contradictoires. En effet, c'est en choisissant les axiomes de base qu'on pourra garantir la fameuse cohérence d'une théorie, c'est-à-dire, pour rappel, l'impossibilité de démontrer une chose et son contraire. C'est dans ce but que le mathématicien allemand Ernst Zermelo proposera une axiomatique de la théorie des ensembles. Complété plus tard par Abraham Fraenkel, ce système qu'on appellera le système ZF pour Zermelo-Fraenkel est vite adopté. De l'autre côté des Alpes, l'italien Giuseppe Peano se penchait lui aussi sur ce problème de la nécessité de repenser les fondations des mathématiques. Parallèlement, Bertrand Russell travaille conjointement avec un autre Anglais nommé Alfred North Whitehead, à la rédaction de ce qu'ils appellent les Principia Mathematica. L'un comme l'autre en sont conscients. S'ils parviennent à leur but, ils pourront se targuer d'être à l'origine de l'un des plus influents ouvrages de l'histoire des mathématiques. Mais la tâche est gigantesque. Rendez-vous compte, les deux hommes reprennent tellement du début que même une affirmation comme 1 + 1 = 2 leur coûte une démonstration longue et rigoureuse de 362 pages. Russell et Whitehead dédient leur vie entière aux Principia Mathematica. Ils vont jusqu'à habiter ensemble afin de réduire les temps de trajet pour maximiser leurs réflexions. Pendant près de 10 années, les hommes vont rédiger symbole par symbole les 2000 pages des 3 premiers volumes. En 1910, alors même qu'un 4e volume sur la géométrie est prévu, ils décident de présenter leurs 3 premiers tomes à des éditeurs. Les retours sont unanimes. Ils ne nient pas que le travail est colossal, mais ils refusent tous de publier les Principia. N'ayant trouvé aucun relecteur dans leurs équipes, ils justifient ainsi leur refus. Si personne ne veut lire votre ouvrage alors qu'ils sont payés pour le faire, il est difficile de croire que des gens puissent payer de leur poche pour le lire. Les deux hommes sont malgré tout à fait conscients de l'intérêt de leurs travaux et sont donc réduits à accepter de financer eux-mêmes l'impression de leurs 3 premiers volumes, qui paraîtront entre 1910 et 1913. Comme ils le redoutaient, les Principia sont un échec. Très peu de personnes au monde sont en capacité d'en comprendre le contenu.
Et même si encore aujourd'hui il constitue le fondement des outils de notre logique moderne, les ventes sont extrêmement faibles. Pourtant, parmi les rares lecteurs, l'un d'entre eux va s'en emparer pour fonder plusieurs années après une autre théorie sur le domaine. En quelques pages seulement, sa publication fera l'effet d'une bombe ruinant les rêves de tous les mathématiciens du monde depuis la nuit des temps. À côté, le paradoxe de Russell est un pétard mouillé. Le nom du coupable ? Kurt Gödel. Kurt Gödel est sans l'ombre d'un doute l'une des figures les plus extravagantes de l'histoire des mathématiques. Né en Autriche en 1906, il grandit avec un seul mot à la bouche, pourquoi ? Une habitude qui lui vaudra le surnom de Der Herr Warum, Monsieur Pourquoi. À l'université, après des premières amours dirigées vers la physique, il décide de consacrer le reste de son existence à la logique, après avoir assisté à une conférence de David Hilbert. J'étais très loin de m'imaginer, lors de cette présentation sur la complétude et la cohérence des systèmes mathématiques, que dans la salle, un jeune homme de 22 ans à peine qui m'écoutait allait devenir celui qui allait mettre fin à la crise des fondements, de la manière la plus surprenante qui soit. Et moi donc ? Moi qui étais à cette époque en pleine réflexion sur ce qui deviendrait les Principia Mathematica avec mon ami Whitehead. Si seulement nous avions su qu'un tel génie somnolait dans l'assistance, nous aurions... Taisez-vous ! C'est en substance ce que j'avais envie de hurler en 1929. Après avoir étudié, assisté à de nombreuses conférences, après avoir lu l'intégralité des Principia Mathematica, il m'a semblé que moi aussi, j'avais des choses à dire sur la logique, et en particulier sur le système axiomatique. Cette année-là, j'ai terminé ma thèse qui portait sur l'un des problèmes de Hilbert. Et je me suis directement attelé à la recherche, puis la rédaction de mon article qui a valu ma gloire, le théorème d'incomplétude. Lorsqu'il met le point final de son premier théorème, Gödel a conscience du caractère historique de ce qu'il vient de démontrer. Grâce à un ingénieux système de numérotation des énoncés mathématiques, il y vient ni plus ni moins de montrer une bonne fois pour toutes que quel que soit le système d'axiomes que l'on choisira, s'il est assez puissant pour modéliser l'arithmétique, la théorie qui en découlera sera nécessairement incomplète. En d'autres termes, parmi tous les énoncés mathématiques, il existe une certaine part d'entre eux qui sont non démontrables. Non pas que l'homme ne soit pas en mesure de les démontrer par ignorance ou par manque d'outils, non. Ils sont indémontrables par nature. Peut-on démontrer que moi, cette vidéo qui vous parle depuis tout à l'heure, je dure plus de 20 minutes ? La réponse est évidente, oui, on peut le démontrer. Mais peut-on démontrer qu'on peut le démontrer ? C'est là toute la question de la décidabilité en mathématiques. Le théorème de Gödel montre que certaines propositions, fussent-elles vraies, resteront à jamais étrangères à toute preuve. Un an plus tard, en 1930, à Königsberg, Gödel officialise ses résultats devant un parterre de logiciens lors d'une conférence devenue mythique. À l'issue de celle-ci, John von Neumann, autre célèbre logicien, commentera la conférence avec ces mots. Tout est terminé. Mais tout n'était pas terminé pour moi. Car si j'ai bénéficié d'une gloire sans précédent dès l'annonce de mes théorèmes, c'est aussi à ce moment-là que mes problèmes ont pris de l'ampleur. Les problèmes auxquels Gödel fait référence n'ont malheureusement rien à voir avec les mathématiques. Car s'il était un brillant esprit, il connaissait de graves troubles nerveux qui se sont effectivement aggravés avec le stress inhérent à la présentation de ses travaux. Grand ami d'Albert Einstein, il émigre à Princeton, aux États-Unis, avec son épouse, à qui il confie la tâche de lui cuisiner tous ses repas, terrorisé à l'idée d'être empoisonné. Peu à peu, et malgré de brillants travaux mathématiques, son cerveau dérangé sombra dans un délire de persécution de plus en plus prégnant. À la fin des années 1970, son épouse Adèle tomba gravement malade et dut être hospitalisée pendant 6 mois. Emprisonné par ses troubles et ses obsessions, Kurt Gödel refusa alors de s'alimenter et finira par mourir de faim le 14 janvier 1978. Il pesait alors moins de 30 kilos. Ainsi s'achève la vie de l'un des plus brillants cerveaux du XXe siècle. La crise des fondements nous apprend une précieuse leçon. Les mathématiques ne sont pas et ne seront jamais ce royaume d'absolu et de perfection auquel les humains ont longtemps cru.
Mais les rêves de Hilbert, brisés par Gödel, n'ont pour autant pas servi à rien. Car derrière chacun de leurs travaux, ces génies, qu'ils s'appellent Frege, Russell, Whitehead, Peano, Cantor, Zermelo, Fraenkel, ont fait avancer la connaissance. Par exemple, même si Gödel a semblé anéantir les rêves de Russell et Whitehead, ces derniers ont introduit dans leur Principia Mathematica la notion de type, qui permet de lever le fameux paradoxe de Russell. Selon cette théorie, les ensembles sont de type hiérarchisé. Ainsi, un ensemble peut contenir un autre ensemble, mais celui qui est contenu est nécessairement de type inférieur au type de l'ensemble initial. Le paradoxe est résolu de par le fait que sa formulation même n'est plus possible. La phrase « un ensemble qui se contient lui-même » n'a donc plus de sens. Loin d'avoir affaibli les mathématiques, la crise des fondements les a donc enrichis en montrant aux différents protagonistes les limites de leurs connaissances. Une limite plutôt théorique d'ailleurs, car en pratique, les mathématiciens et mathématiciennes n'y sont jamais confrontés. Quant à moi, la vidéo qui vous parle actuellement, il est temps pour moi d'arriver au terme de ma lecture. Comme tout à chacun, je disposais d'un temps alloué, qui arrive à son terme. Bientôt viendra l'heure du générique, puis du traditionnel écran de fin, qui nous rappelle à toutes et tous la dérision de nos existences. La plupart d'entre vous passeront à autre chose, peut-être une autre vidéo d'un vulgarisateur. Une minorité de fidèles m'offriront une seconde vie en me partageant sur leur réseau. Quoi qu'il en soit, je deviens maintenant un élément de l'ensemble des vidéos YouTube. Fier d'avoir pu être la narratrice de cette incroyable épopée, la crise des fondements, l'épisode le plus fascinant de l'histoire des mathématiques.